Il avait pour projet de faire 150 000 caisses de vin vendues aux États-Unis la première année, il en a vendu 3 millions. La dégustation, le vin qui était dans la bouteille premier prix est moins bien noté que le vin qui se trouve dans sa bouteille d'origine. Les consommateurs vont pas avoir juste une impression que ce vin est meilleur. Leur cerveau va vraiment leur dire que ce vin est meilleur. J'étais destinée à finir dans le monde du vin. T'aimes picoler, quoi. Bon, bah en tout cas, Juliette, bienvenue dans cette émission. Ça s'appelle À ta santé, donc un petit chin de début. C'est un plaisir de t'avoir. Donc pour tous ceux qui ne se connaissent pas, présente-toi. Alors moi, je suis spécialisée dans le secteur des vins et spiritueux. À la base, j'ai une formation de juriste spécialisée en droit du vin et des spiritueux. Ok. Et il y a 1 an, j'ai monté mon agence d'accompagnement 360 pour les producteurs de vin. Donc en stratégie, marketing, communication et jusqu'à l'aide à la distribution. Et comment t'as fini dans le monde du vin ? Je pense que j'étais destinée à finir dans le monde du vin. T'aimes picoler, quoi. J'adore picoler, mais au-delà de ça, avant de faire du droit, en fait, j'ai fait une année de médecine. Et je pense que j'ai toujours été fascinée par tout ce qui était vivant, de manière générale. Et quand je vois du vin, en fait, je vois pas juste le produit, je vois ce qu'il y a eu avant et je vois ce qui va se passer après. Et en fait, dans le choix du vin et même de la médecine avant, c'est mon grand-père qui a eu un impact considérable en fait, sur le choix de mon orientation. D'accord. Parce que lui était médecin et passionné de vin, parce qu'il avait des parts dans des domaines viticoles à Saint-Émilion. À Saint-Émilion. Voilà. Waouh. Le cœur du cœur. Ouais, on peut dire ça. Donc région de cœur, quoi. C'est là que j'ai démarré forcément. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu offres à tes clients précisément ? Tu les accompagnes sur tous les aspects pour se connecter directement à leurs clients et bypasser les distributeurs, c'est un peu ça la logique ? C'est un peu ça, mais pas que. C'est-à-dire que je pense qu'on peut construire une stratégie viable sans forcément bypasser les distributeurs. D'accord. En fait, l'idée, c'est déjà, dans un premier temps, on fait un bilan, on fait un premier audit. Et nous, en fait, on va accompagner sur la partie stratégie marketing, que je distingue bien de la stratégie communication, puisque pour nos clients, c'est pas toujours évident de distinguer les deux. Et après, on va jusqu'à les accompagner dans la stratégie de commercialisation, puisqu'en fait, ça va participer à la diffusion de leur image. Et bien souvent, en fait, c'est vrai que la manière dont la filière est organisée, historiquement, fait que les producteurs de vin n'ont pas eu cette habitude d'être connectés avec leurs consommateurs. Ils ont eu l'habitude de passer par des places de marché, des distributeurs ou des négociants. Et donc, nous, en fait, on essaye de les reconnecter un peu à leur cible parce que le point de départ, c'est pourquoi vous faites du vin, pour qui vous faites du vin, et donc à qui votre produit s'adresse. Parce qu'on ne fait pas du vin et puis on verra à qui on va le vendre après, quoi. Ah oui, pourquoi ? Moi, personnellement, je ne suis pas sûre qu'il y ait un marché aujourd'hui sur lequel on produit quelque chose, on lance, et puis ensuite on essaie de trouver des clients. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des entreprises qui ont essayé de le faire, mais je ne suis pas sûre que ce soit le moyen le plus efficace d'y arriver. C'est une bonne question. Ouais, il y a quand même beaucoup de startups qui découvrent leur marché a posteriori du lancement, tu vois. Ils pensent lancer sur quelque chose et ils voient de la demande ailleurs, quoi. Oui, mais est-ce qu'à la base, ils n'avaient pas déjà anticipé une forme de demande ou fait un travail sur le marché ? Non, mais bon, la différence, c'est que le vin, c'est vendu par beaucoup de gens, déjà. C'est peut-être ça, la différence. T'es rarement le premier à faire du vin, quoi. Ouais, puis bon, même si je crois qu'il peut y avoir de l'innovation dans le vin, le produit reste un produit de consommation courante. Donc c'est un sujet de positionnement, de stratégie, de création d'une demande. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est tout simplement d'aider les producteurs de vin à créer une marque qui soit suffisamment mémorable pour qu'elle puisse construire autour d'elle une communauté, en fait, qui les suive, tout simplement. Ok. Et concrètement, comment tu fais ça ? Alors, la première étape, comme je te disais tout à l'heure, c'est en fait, on fait déjà un premier audit, on voit comment ça marche, où ils en sont. C'est quoi les 3 erreurs les plus courantes que tu vois lors des audits ? D'abord, ils n'ont pas de stratégie, bien souvent, ni marketing, ni commercial. C'est bien qu'ils mettent en place des actions de communication. Souvent, ils ont même d'assez bonnes idées, ils sont volontaires. Mais c'est difficile, en fait, d'être régulier quand on ne voit pas les résultats tout de suite. Et puis, c'est difficile, en fait, de trouver, d'abord, de pouvoir percevoir quel est le retour, en fait, sur ce qu'on a fait. Est-ce que ça a été efficace ou pas ? Parce que quand on communique pour communiquer sans avoir bien défini quel était l'objectif de la communication, du coup, c'est compliqué, on se décourage. Et en fait, on en vient à être sur Instagram parce qu'il faut être sur Instagram, mais on ne sait pas trop ce qu'il faut y publier, comment, à quel moment, ni pour qui, en fait. Ouais.
Tu connais Stadtguy? Non, pas du tout. C'est vrai, tu connais pas? Non. C'est l'un des cas d'école dans le vin actuel quand même. Il a lancé Constance Rosé. Ok. Il a fait un compte parodique sur Instagram où il se moque des gens très riches. Il s'appelle Stadtguy, tu vois, le mec de Stadt. C'est un de mes comptes préférés sur Instagram. Vraiment, je ne me lasse pas de voir des vidéos avec lui. Et le personnage est devenu tellement emblématique qu'il boit du rosé, qui est le rosé, un rosé, parce que son nom c'est Constance. En fait, il a créé, comme un schizophrène, il a créé plusieurs personnages sur le même compte Instagram. Il a le cousin Colton, il a Constance pour le vin et il a le Stadtguy. Et, je commence à percevoir de quoi il s'agit. Et il a créé une telle communauté que maintenant son rosé est distribué dans des lieux extrêmement sélects à Londres, en France, à travers toute l'Europe, maintenant aux États-Unis, un peu au Japon. Et il a construit une loupe entre la brand, le vin, la communauté et tu vois ça. Et donc la distribution. Et la distribution, ouais. Et il fait que par distribution directe. D'ailleurs, j'ai commandé son vin pour mon hôtel parce que ça me, enfin, en fait, tu t'en fiches de la qualité du vin si le porteur du vin est iconique en fait. C'est un rosé, bon, il est pas mauvais, mais il est pas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est un grand mystère pour moi ça. Pourquoi il y a des vins d'aussi différentes qualités? Pourquoi le vin change tellement de goût d'un producteur à l'autre dans une même région, par exemple? Parce que je comprends la météo, je comprends le sol, mais quand tu as deux vins qui sont à 20 mètres l'un de l'autre, et il y en a un, c'est ce que c'est, et un autre, c'est extraordinaire, c'est qu'est-ce qui fait un bon vin? Il y a plusieurs choses. Déjà, bon, le goût du vin, ça reste quand même relativement subjectif. C'est vrai, ça? Oui. C'est comme tout, en fait. C'est comme, Donc, si tu fais des dégustations à l'aveugle de Pétrus, il y a des gens qui trouvent ça pas bon. Ça peut... Enfin, alors, je pense pas qu'ils iront jusqu'à dire que c'est pas bon. Parce que c'est suffisamment bien maîtrisé pour que ce vin ne puisse pas avoir de défaut. Donc, normalement, la qualité est constante et elle est telle qu'on ne peut pas dire que ce vin est mauvais. Néanmoins, il y a des études aujourd'hui qui ont montré que des grands vins, type Pétrus, Château Margaux ou d'autres, qu'on inverse de bouteille, on les met dans une bouteille de vin premier prix, et à la dégustation, systématiquement, le vin qui était dans la bouteille premier prix est moins bien noté que le vin qui se trouve dans sa bouteille d'origine. De l'importance du storytelling. D'où l'importance du storytelling. Mais ça va même plus loin que ça, parce que c'est-à-dire que les consommateurs vont pas avoir juste une impression que ce vin est meilleur. Leur cerveau va vraiment leur dire que ce vin est meilleur. C'est-à-dire que d'un point de vue sensation, ce qu'ils vont ressentir va être meilleur que le vin d'à côté, alors que c'est exactement le même produit. Et ce qui fait la différence en fait entre un vin pas bon ou de moindre qualité et un vin excellent sur une même région, bon, même sur une même région, il peut quand même y avoir des disparités au niveau du sol. Et en Bourgogne, par exemple, ça peut être des choses très petites. C'est pour ça qu'on parle de climat. Mais après, c'est aussi la qualité du viticulteur, la manière dont il va travailler ses vignes, la manière dont il va vendanger, si c'est des vendanges à la main ou si c'est des vendanges mécaniques, si il va aller jusqu'à la limite, jusqu'au plafond pour l'utilisation des produits, du soufre, etc. Dans ses vins, ou s'il va au contraire essayer de maîtriser un maximum les entrants. Est-ce qu'il va... Parce que plus on met de soufre, plus le vin est bon? Non. Ah oui. En fait, le soufre, ça sert simplement... Enfin, ça a plusieurs utilités. Ça permet de tuer les bactéries éventuelles et indésirables qui pourraient exister dans le vin. Et ça va aussi permettre d'éviter, en fait, une refermentation en bouteille. D'accord. Parce que comme le vin, ça reste quand même un produit vivant, il est difficile de s'assurer qu'on a bien éteinte, en fait, toutes les potentielles levures qui resteraient dans la bouteille une fois qu'on l'a fermée. Et c'est pour ça que sur des vins nature, tu peux avoir ce phénomène de vin, on dit qu'il est perlant, il est légèrement pétillant en fait. C'est parce que c'est dû en fait à cette absence de soufre rajoutée, que du coup pour protéger les vins en fait on va utiliser du CO2 ou d'autres matières alternatives. Il y a une vraie main du viticulteur si dans la fabrication du vin, c'est comme la cuisine. La recette ne suffit pas, il y a aussi un savoir qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Oui, absolument. C'est d'ailleurs pour ça que dans la loi, ce qui définit une appellation, ce n'est pas uniquement les caractéristiques naturelles
qui vont permettre au vin d'avoir telle et telle caractéristique gustative, c'est aussi l'homme. Et en fait, il faut la réunification de ces deux éléments, le facteur naturel plus le facteur humain, pour qu'il puisse y avoir reconnaissance d'une AOP. Toi, tu as des marques de vin en France exclusivement ou partout dans le monde ? En France exclusivement. Et pourquoi pas ailleurs ? Si une marque de vin ailleurs te contacte, c'est par opportunité ou par conviction ? Pour l'instant, c'est plus par opportunité. Parce que il peut y avoir des besoins partout. Je me limite pas spécialement au marché français, mais le marché français, c'est quand même bon. La France, depuis cette année en plus, est repassé numéro 1 producteur de vin en quantité devant l'Italie. La Californie, la Nouvelle-Zélande, tout ça, on pas rattrapé en quantité. Non, toujours pas. C'est bizarre. Non, c'est la France qui est repassée devant l'Italie. Tu connais un peu le classement en quantité ? Il faudrait que je regarde. Donc c'est France-Italie le duo. C'est France-Italie. L'Espagne doit être dans le top 5. Je pense que l'Australie est pas très loin derrière parce que eux, en plus, ils ont le droit à l'irrigation, ce qui n'est pas autorisé en France. Donc, ça veut dire quoi ? En fait, ils ont le droit d'irriguer leurs vignes, donc d'arroser, en fait, tout simplement. Pourquoi on n'a pas le droit d'arroser nos vignes en France ? Parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire grand-chose sur la culture des vignes. C'est-à-dire ? En France, on n'a pas le droit d'irriguer les vignes parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'intervenir plus que dans une certaine mesure pour aider à la production du vin. Je te donne un exemple. C'est-à-dire qu'on considère que le vin, le millésime doit être le reflet de ce que la nature a été, la météo a été cette année-là. Donc on autorise en fait les producteurs à maîtriser ce qu'ils peuvent ou un tant soit peu les conditions de production. Mais par contre, si la vigne est en manque d'eau, sauf décision extraordinaire et rare en fait, où on va autoriser les vignerons à procéder à l'irrigation, sinon c'est interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider, l'homme ne peut pas aller au-delà de ses prérogatives pour aider la plante à grandir. Je comprends rien. Mais pourquoi ? C'est quoi la logique ? Tout simplement respecter les appellations. C'est-à-dire que quand on bénéficie d'une appellation, on doit respecter son cahier des charges. Là, ça m'intrigue. J'ai toujours... Alors moi, je picole, mais en fait, j'évite de m'intéresser à des sujets nouveaux. Parce qu'après, je tombe dans des trous et après, je commence. Alors, le vin, j'ai toujours senti que c'était un trou noir. Parce que dès que je vois quelqu'un qui s'intéresse au vin, j'ai l'impression qu'il n'en finit jamais avec les appellations, les machins. Donc, j'ai jamais rien compris. Mais si tu veux bien, on fait un petit cours. Les vins, il y a des régions, c'est ça ? Le premier niveau. Donc, genre Bourgogne... Il y a des pays déjà. Ouais, pays, ok. Bon, d'accord. Oui, puisque un vin français et un vin italien n'ont rien à voir, c'est ça ? Oui, et puis même d'un point de vue étiquetage, tu es obligé d'indiquer l'origine géographique. C'est le pays. Ensuite, tu as la région, genre on dit vin de Bordeaux, vin de Bourgogne, Côte-du-Rhône, je sais pas quoi. Ouais. Ensuite, à l'intérieur, tu as des appellations ou des indications géographiques. Ça, c'est le niveau juste en dessous, appellation. Donc, par exemple, Saint-Émilion, c'est une appellation ? C'est une appellation d'origine. Il y a combien d'appellations ? Non, mais combien de types d'appellations, je veux dire ? Il y a 2 niveaux, principalement. Il y a l'indication géographique protégée, qui est un peu moins restrictive que l'appellation, et en général, qui va désigner des aires géographiques plus larges. Comme Bordeaux. Par exemple, ou IGP Côte-du-Rhône, ou appellation. Et ensuite, donc il y a un type qui a fait une carte et il a dit tous les vins qui sont produits dans cette frontière. En fait, c'est pas un type tout seul qui a fait la carte, c'est les vignerons eux-mêmes souvent. C'est-à-dire qu'en fait... Attends, explique-moi ça. Les vignerons doivent se réunir, c'est très compliqué le vin. Justement, ça a l'air fascinant. En fait, les vignerons doivent se réunir en groupement pour pouvoir proposer à une institution française qui s'appelle l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Ok. Et ça n'existe qu'en France ? Ça n'existe pas qu'en France. Ça existe historiquement en Europe. Il y en a aussi en Italie, il y en a en Espagne, il y en a au Portugal. La France a été l'un des premiers pays à mettre en place ce système d'appellation. C'est en quelle époque ? Je crois aux années 20. Okay. Le système des appellations commence à s'étendre à d'autres pays, notamment aux États-Unis et en Australie. D'accord. Et par exemple, Champagne, c'est une appellation d'origine. Ok. Donc, Champagne, ils se réunissent entre eux, ils disent voilà la carte. Oui. Tous les terrains qui sont de ce côté-là sont en Champagne. Les terrains qui sont de ce côté-là ne sont pas en Champagne. C'est ça. Donc, je suppose qu'il doit y avoir des guerres monstrueuses pour mettre des nouveaux bouts de terrain. Oui. Ouais, normal. Et donc, pourquoi ils auraient intérêt à ne pas accepter ?
Pourquoi un vigneron en Champagne, il va s'opposer à ce qu'un terrain soit de la Champagne? Parce que si tu agrandis l'appellation, tu fais rentrer plus de producteurs. Mais la demande, elle n'est pas déjà 100 fois plus élevée que l'offre? Alors, pas élastique, ce truc? Ça dépend des marchés, en fait. C'est-à-dire que en Champagne, en plus, il y a un truc particulier qui n'existe qu'en Champagne. Ce qu'on appelle le vin de réserve. C'est-à-dire que tous les ans, donc contrairement aux autres vins en France, la majorité des vins d'appellation sont millésimés. C'est-à-dire que tu as l'année de production qui est écrite sur la bouteille. En Champagne, tu trouveras rarement l'année de production écrite sur la bouteille. Tu prends une bouteille de Veuve Clicquot, de Laurent Perrier ou, c'est vrai, ça, j'ai jamais remarqué. Ou de Moët & Chandon. Tu ne trouveras pas de millésime sur l'étiquette, tout simplement parce que le champagne en fait, est produit à partir d'un mélange de différents vins issus de récoltes d'années différentes. Ok, ils font de la chimie, quoi. Et en fait, c'est exactement pour cette raison que... T'as pas le droit de faire ça avec les autres vins? Non. C'est-à-dire que moi, là, j'achète un bout de terrain, je mets ma vigne, et j'ai envie de faire des petites expériences en mélangeant des années, il y a une autorité qui va me l'interdire. Alors non, tu peux le faire, mais tu bénéficieras d'aucune appellation. Tu n'auras tout simplement le droit de mettre sur ta bouteille que c'est un vin d'origine française, à condition que tous les vins que tu auras mélangés dans ta bouteille sont français. Bien de mais France. Donc je peux appeler ça pinard, et ça s'arrête là, quoi, c'est ça? C'est ça. Et donc, le jeu des appellations, c'est parce que chacune de ces marques a des valeurs, grosso modo. C'est des questions économiques. C'est-à-dire que celui qui est dans l'appellation va pouvoir vendre forcément son produit beaucoup plus cher que celui qui est à côté, alors qu'il s'agit du même produit. Mais ça, c'est parce que c'est la croyance que le marketing vient de ton appellation. Si moi, je fais le vin douce et que les gens adorent Ousse et qu'ils sont prêts à payer un prix débile pour mon vin, je peux faire n'importe quoi avec mon vin. Alors, sous certaines limites, parce que tu vas quand même faire un vin de consommation courante, enfin un produit de consommation destiné à la consommation humaine. Je ne vais pas empoisonner les gens. Et je comprends les normes qui visent à protéger sanitairement les gens. Mais là, on va quand même au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire que là, on met des règles. Donc, continuons, parce que c'est hyper intéressant. Donc, appellation, en fait, les fameuses appellations, c'est les régions. Tu parles de millésime, en fait, c'est les années, millésime. Donc, quand les gens ils disent millésime, en fait, c'est année. Et alors, souvent, dans les restos, je vois souvent sur les cartes, j'ai toujours demandé, il y a marqué grand cru, grand premier cru. Ça, c'est quoi, ça ? Alors ça, c'est un niveau en fait de classement au sein même de l'appellation. Et c'est qui les donne, ces classements ? En général, c'est des guildes ou des rassemblements de vignerons. Tout ça date des années 20, pas du Moyen-Âge. Non. Enfin, les années 20, c'est 1920. Oui. D'accord. Donc, pour toi, c'est le Moyen-Âge. Non, justement, pas du Moyen-Âge. Ah parce que tu parles de guildes, de alors, machin. Oui, parce que si tu veux, aujourd'hui, chez les vignerons, t'as des... Par exemple, à Saint-Émilion, il y a un truc qui est hyper connu, c'est la Jurade. Ils se réunissent tous les ans et en fait c'est un ordre qui est descendant en fait des moines de Saint-Émilion et ils sont là pour représenter les vins de Saint-Émilion à travers le monde et chaque année ils intronisent des gens. Alors c'est devenu quelque chose d'assez jet set parce que chaque année il y a des nouvelles célébrités qui sont intronisées au sein de l'ordre de la Jurade. Ça fait quoi d'être intronisé ? Quand tu es intronisé, du coup c'est comme si tu étais nommé représentant des vins de Saint-Émilion à travers le monde. Donc en général, on va introniser des gens qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour la notoriété de Saint-Émilion. D'accord. Mais ça existe pour Saint-Émilion, mais ça existe pour beaucoup d'autres régions en France. En Bourgogne, par exemple, il y a les Chevaliers du Test-Vin. Pomerol, il y a l'Ordre des Hospitaliers, qui est, lui, le descendant de l'ordre, enfin, d'une branche des Templiers, en fait. Génial. Et donc, quand tu achètes une bouteille de vin, en fait, chacun de ces niveaux-là vient avec un certain nombre de règles, de contraintes, machin. Alors, pour ce qui est de premier cru, grand cru, en général, c'est exclusivement... alors, peut y avoir deux choses. C'est-à-dire que, par exemple, à Saint-Émilion, on va parler de premier cru classé ou grand cru classé. Par rapport à la qualité du vin intrinsèque. C'est-à-dire que c'est le vin, ses qualités, son terroir. Il y a aussi des critères de notation qui sont par rapport à tout ce qui va être communication, marketing. Si le domaine, en fait, est dynamique d'un point de vue communication et que du coup, il participe à la notoriété de Saint-Émilion, à ce moment-là, ils vont pouvoir gravir les échelons et passer de Saint-Émilion Grand Cru à Grand Cru classé, puis Grand Cru classé B et enfin Grand Cru classé A, qui est le plus haut niveau. Ça, c'est uniquement les vins. Par contre, si on prend la Champagne, ce sont les terroirs qui sont classés. Donc, en fait, il faut avoir des vignes plantées sur telle ou telle parcelle qui, elles, ont été classées grand cru, premier cru. Et donc, tu disais
que, par exemple, on n'a pas le droit d'irriguer ces vignes. Donc, si j'ai une vigne, où que ce soit en France, je n'ai pas le droit de mettre d'eau dessus. Si, mais pas si tu bénéficies d'une appellation d'origine. Ok, c'est toujours le même sujet. Oui. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux avec ta vigne du moment que tu n'es pas dans le monde du vin. Mais si tu veux rentrer dans le monde du vin, tu as un certain nombre de règles et de contraintes. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il y a de plus en plus de marques qui se développent, de plus en plus de vignerons qui sortent des appellations. Mais oui, mais j'allais te dire, qu'est-ce qu'ils attendent pour pas sortir de tout ça, quoi, en fait? C'est économique, en fait. Parce que si je prends l'exemple de Bordeaux, par exemple. À Bordeaux, comme je disais tout à l'heure, ils sont historiquement toujours passés par une place de marché, qui est la place de Bordeaux, qui est extrêmement organisée, ce qui veut dire que le vigneron, théoriquement, n'a pas le droit d'entrer en direct avec le négociant. Il doit passer par un courtier. Le courtier fait l'intermédiaire entre le négociant et le vigneron. Et en fait, le négociant, quand il va déguster les vins, il va créer un ordre de tarifs en fonction des appellations et bien sûr de la notoriété du vin. Il n'y a pas des gens qui ont essayé de disrupter ce monde? Il y en a. Ils sont tous morts? Non, mais... Est-ce que quelqu'un a réussi déjà? Il y a différents univers en fonction des régions déjà. Parce que si on prend la Champagne, c'est quelque chose où il y a une dynamique très différente. C'est les maisons de champagne qui sont pour le coup des maisons de négoce qui tirent toute l'appellation vers le haut parce que leur force de frappe en termes de communication, de marketing, fait qu'elles ont permis de faire rayonner l'appellation champagne partout dans le monde. Et donc les producteurs de champagne... est iconique en soi. Les producteurs de champagne, tous ceux qui bénéficient de cette appellation champagne, du coup bénéficient du travail qui a été réalisé par les maisons de négoce. Donc toi tu veux dire que quand Moët, Dom Pérignon, etc. font exploser la marque champagne, toutes les marques de champagne en profitent en fait. Oui. Et ça c'est vrai économiquement? Bien sûr. Y a pas... Pourquoi tu dis bien sûr? Je suis intrigué. Parce qu'il n'y a pas un seul vigneron champenois, je pense, aujourd'hui, qui te dira qu'il faut abattre le négoce. Alors, excuse-moi, le négoce, c'est quoi? Je suis désolé, moi je suis en plein cours. Le négoce, c'est en fait l'activité de négociant, c'est simplement de l'achat-revente. Ok. C'est-à-dire que c'est historiquement des entreprises qui achètent du vin et qui les revendent sur les marchés. Donc, mais Moët, c'est pas un négoce? Si, c'est une maison de négoce. Ah, c'est ça, une maison de négoce. Ils peuvent aussi produire du vin, mais la différence entre Moët et Chandon et un producteur de champagne indépendant, c'est que Moët et Chandon, lui, va acheter des raisins auprès de producteurs de champenois indépendants pour faire son champagne Moët et Chandon. Il en profite parce qu'il vend du raisin à ces maisons-là qui en ont toujours besoin de plus et que donc c'est comme un travail d'agriculteur, ou est-ce que c'est parce que le champagne sous son étiquette est plus demandé parce que tous les champagnes sont demandés? Il y a un peu des deux en fait. D'accord. Le premier, c'est que effectivement le coût du raisin en Champagne est extrêmement élevé. Donc être uniquement viticulteur champenois, c'est-à-dire ne pas produire de champagne sous sa marque familiale et livrer 100% de ses raisins aux maisons de négoce, c'est déjà une activité qui permet aux vignerons de vivre suffisamment confortablement. Et ensuite, parce que, effectivement, Moët et Chandon distribue... Moët et Chandon, je crois que c'est près de 40 millions de bouteilles produites par an. Parce que j'avais travaillé pour le groupe PVLMH où j'avais fait l'audit de leur contrat d'approvisionnement raisin. Et donc, en fait, ils vont forcément avoir des actions marketing et de communication extrêmement massives autour de leur marque, Moët et Chandon. Mais derrière la marque Moët et Chandon, il y a quand même l'appellation Champagne. De la même manière que derrière la marque Veuve Clicquot, il y a l'appellation Champagne. Pareil pour derrière, pareil pour... c'est tous des champagnes, effectivement. Pour Moët et Chandon. C'est vrai que quand tu vas au restaurant, tu demandes du champagne. Et après, on te dit, on a telle et telle marque. Et c'est vrai que les gens ne changent pas. Ils se disent pas, ah, il n'y a pas une marque que je connais pas, donc j'en veux pas. C'est vrai. Intéressant. Il y a d'autres industries... Alors là, je suis intrigué. Question ouverte. Il y a d'autres industries qui fonctionnent comme le vin ou le vin est vraiment unique? Parce que le gin, le whisky, tout ça, c'est pas comme ça. À quel niveau? C'est-à-dire par rapport aux appellations? Ouais, avec ce niveau. Alors si, tout à fait. Le spiritueux fonctionne eux aussi avec des appellations. Si je prends l'exemple du cognac, par exemple. Oui, d'accord, dans ce sens-là. Mais à l'intérieur des maisons de cognac, souvent les gens qui achètent du cognac connaissent la maison dont ils achètent. Ils sont pas en recherche de cognac. Je pense que ça dépend. Ça dépend? Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend des tu marchés. Vois, le gin, il y a du gin japonais, il y a du gin... Enfin, ça ressemble plus à du vin qu'à
qui a une appellation spécifique? Parce que c'est des spiritueux qui sont en train de se redynamiser en fait, sur le marché. Et donc, il y a une demande croissante pour ces spiritueux-là, qui étaient un peu en perte de vitesse, mais parce qu'ils ont été relancés par une stratégie qui a été assez brillante en fait, et qui a été mise en place par la Fédération des spiritueux, entre autres, collectivement, je veux dire, par les producteurs. Et qui a remis en fait au goût du jour la mixologie, donc l'art du cocktail, etc. Donc les happy hours, les after work, etc., les gens consomment de plus en plus de cocktails. Et d'ailleurs, du coup, les gens consomment, a fortiori, moins de vin à l'heure de l'apéritif, même s'ils en consomment toujours pendant le repas, ils en consomment moins à l'heure de l'apéritif qu'ils n'ont pu le faire avant. Mais le cognac, pour prendre un des alcools les plus emblématiques en France, il y a Hennessy, bien sûr, qui est le plus gros. Mais ça fonctionne de la même manière qu'en Champagne. C'est-à-dire qu'il y a aussi des vignerons qui sont simplement viticulteurs, qui vont apporter leurs raisins à des maisons de cognac, qui vont le distiller pour en faire un cognac qu'elles vont vendre sous la marque Hennessy. Un produit unifié. Intéressant. Et toi, la taille typique de tes clients, c'est quoi ? C'est quoi le vigneron français moyen ? Des bords, il existe ou il y a vraiment un gros écart type ? Je dirais qu'il y a 2 types de vignerons. C'est le vigneron indépendant et puis le négociant vigneron. C'est-à-dire que même si historiquement le négoce faisait que de l'achat-revente, ils ont quand même beaucoup aujourd'hui ils ont intégré l'activité de production, donc leur activité amont. Et aujourd'hui, Michel Chapoutier, Gérard Bertrand, Guigal dans les Côtes-du-Rhône, Castel à Bordeaux, tout ça, c'est des marques de négociants, mais qui produisent du vin. Donc pour moi, il y a 2 grands types. Il y a les vignerons indépendants, quoi, et puis il y a les producteurs négociants. Et après, entre ces deux, il peut y avoir des écarts énormes en termes de volume produit. Parce que sous une même marque, Gérard Bertrand, par exemple, va être présent dans plusieurs régions, plusieurs appellations. Là où un vigneron indépendant, lui, sera... Il a que sa maison. Voilà. Qu'en général, un vigneron... C'est difficile de donner un ordre d'idée, mais je dirais entre 100 et 300 000 bouteilles par an. Voilà. Mais... Moi, aujourd'hui... avec un prix par bouteille en moyenne de... Ça dépend, c'est extrêmement variable, en fait. Il y en a qui vont produire 300 000 bouteilles par an avec des cuvées allant de 6 € jusqu'à 30 € la bouteille. Et puis, il y en a qui vont produire 300 000 bouteilles par an, mais qui ne vont pas en commercialiser une seule par leurs propres moyens, puisqu'elles vont exclusivement vendre leur vin par des places de marché ou via des négociants, qu'elles vendent soit en vrac, donc quand le vin est encore en cuve en fait, soit en tiré bouché, c'est-à-dire elles sont mises en bouteille mais non étiquetées. C'est le négociant qui s'occupe de l'étiquetage. Et en fonction en fait de ces marchés, il peut décider d'y accoler des étiquettes différentes. Ah oui, c'est le fameux vin que tu trouves par exemple aux États-Unis quand tu vas au supermarché et en fait c'est le même vin mais qui a plusieurs étiquettes en fonction du supermarché que tu... Ça existe aussi en France. Ah, ça existe aussi en France, ok. Je l'avais jamais perçu en France. C'est aux États-Unis que ça m'avait frappé. Parce que j'achetais à Trader Joe et Whole Foods des bouteilles de marques différentes et ça fait exactement le même goût. Et en fait, j'avais fini par comprendre que c'était le même vin que je buvais, en fait. Alors, dans ces cas-là, il faut regarder le numéro de l'eau à l'arrière de la bouteille. D'accord. Et toi, aujourd'hui, tous ces clients que tu accompagnes, donc si je comprends bien, le sujet, c'est comment leur donner une stratégie pour que leur marque existe dans le cœur des gens et que donc leur marge augmente. C'est ça. En fait, c'est tout simplement de les accompagner dans la création d'une identité de marque, donc d'où la stratégie marketing, qui va jusqu'à l'aide à la distribution, parce qu'en fait, une fois qu'on a décidé d'un positionnement, on va créer une histoire autour de cette marque, et on va bien sûr diffuser ces messages sur les bons canaux, l'idée étant qu'il puisse y avoir une rencontre entre notre communication et la cible pour le vin qu'on veut produire et qu'on veut vendre. Et puis du coup, jusqu'à la recherche des bons canaux de distribution, parce que si on a un positionnement premium, mais qu'on se retrouve sur les étals du supermarché, il y a un problème, quoi. Parce que... c'est comme ces histoires de foire au vin, dont en plus c'est exactement la période en ce moment, on en parle beaucoup, de grandes marques qui se retrouvent à prix cassé dans les supermarchés. Ça, c'est extrêmement difficile à maîtriser pour les vignerons, et le choix de ces canaux de distribution est extrêmement important quand on veut maîtriser son image. Ça a été un peu vite pour moi,
C'est-à-dire que les gens donnent à des maisons de négoce et ils vendent ça à des supermarchés qui les bradent. C'est ça. Et donc l'image de marque du vin est dégradée. Parce que... Ouais. Il peut y avoir deux choses. Soit effectivement, les vignerons passent par des négociants ou des distributeurs ou des grossistes qui vont acheter en gros. Et après, le vigneron, lui, n'a pas tellement de regard sur les différents points ou les détaillants qui vont vendre son vin, ni à quel prix. Et puis il y a un deuxième phénomène qu'on retrouve aussi dans les foires au vin, c'est ces boîtes de négoce ou ces grossistes qui vont racheter des stocks à des établissements, des hôtels ou des restaurants par exemple qui ont fermé ou qui ont fait faillite. Et c'est comme ça que parfois on peut trouver dans les foires au vin ou en supermarché des lots en fait de vins, de grands vins ou de très grandes appellations à des prix défiant toute concurrence. Et sur une bouteille de vin classique, c'est quoi les pourcentages de marge qui prend quoi? Ça dépend. Par exemple, le négociant prend en moyenne 30% de marge. Un caviste, lui, va prendre 40%. Après, la restauration, ça dépend du type d'établissement. Et puis, ça dépend aussi du type de vin. D'accord. Parce que, bien sûr, il y a des marques qui vont être beaucoup plus attractives pour le public et d'autres beaucoup moins. Il y en a qui vont être destinés à faire du service de vin au verre et puis d'autres qu'on ne va vendre qu'à la bouteille parce que ça ne vaut pas le coup de le vendre au verre. Mais là, le coefficient multiplicateur est bien souvent beaucoup plus important en sachant que, eux, il faut qu'ils intègrent aussi leur prix de service, coût de fonctionnement, la location du local, etc. Donc, bien sûr. Aujourd'hui, dans le monde du vin, il doit y avoir un peu comme partout un phénomène de baby-boom, je suppose. Les gens commencent à être vieux, non? Oui. Il doit y avoir un sujet de transmission énorme. Par rapport à la transmission des propriétés viticoles. Ouais. Et surtout des savoir-faire. J'imagine que c'est un sujet. Alors, Dieu merci, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au métier du vin. D'accord. Il y a aussi de plus en plus de reconversions professionnelles. Alors justement, Traders parisiens, 50 ans, marre du métro, boulot, dodo, parisiens qui vont s'installer. Est-ce que c'est une option viable de reconversion? On finit forcément en faillite quand on vient de l'extérieur? Non, on finit pas toujours. D'abord, je pense qu'au contraire, c'est extrêmement intéressant quand on vient de l'extérieur, pour plusieurs raisons. C'est que le monde du vin est plein de codes. Plein de codes. Si les gens ne le savaient pas avant l'interview, là, ils l'ont vu. Hein. Quand on ne vient pas du monde du vin, on n'a pas tous ces préjugés, on n'a pas tous ces codes, puisqu'on ne les a pas appris, on ne nous les a pas transmis. Et donc, en fait, on va casser les codes, mais plus naturellement, parfois même sans s'en rendre compte. Et l'énergie n'est pas la même, en fait. On se sent moins bloqué par ces systèmes d'appellation, par exemple. On est moins attaché à certaines pratiques commerciales historiques, ce genre de choses. Donc je pense au contraire que ça peut être une force. Maintenant, après, il y a l'aspect formation, mais aujourd'hui, il existe des choses qui font qu'on peut être bien entouré. Et puis après, faut s'entourer d'un bon œnologue, quoi. L'œnologue, c'est celui qui va produire le vin. C'est D'accord. celui qui s'occupe de la production, de la maîtrise de la culture, en fait, du raisin, qui décide la date des vendanges, jusqu'au produit fini. Et ça, c'est des gens qui vendent leurs services aux différents viticulteurs. De plus en plus, en fait, on assiste à des œnologues conseils qui sont pas attachés à une seule propriété. Ah, intéressant. Mais, qui, en fait, et ils signent leur vin, eux, ou ils sont invisibles? Alors, il y en a qui signent leur vin, parmi ceux qui sont très connus. Il y a Michel Roland, par exemple, qui signe, très bon vin, ça. Qui signe ses vins. Maintenant, il y a différentes philosophies. Pas-Calais, c'est la même chose? Non, tu connais pas? Non. C'est un de mes Bourgognes préférés, je me demande maintenant si c'est pas quelqu'un qui signe. Mais ouais. En Bourgogne, c'est un peu moins vrai. C'est un peu moins vrai. Mais après, il y a différents types de philosophies, en fait, parmi les œnologues conseils. Il y en a qui considèrent qui refusent de signer leur vin. Donc, en tout cas, les vins qui produisent pour leurs clients ou avec leurs clients, parce qu'ils ne veulent pas participer à cette standardisation. Et que un vin, c'est aussi le produit d'un terroir, d'un lieu, d'une histoire, et qui veulent pas y mettre leur propre marque pour camoufler en fait la vraie marque du vin, quoi, celle du château. Donc dans le vin, c'est vraiment la terre et le lieu qui est le porteur numéro 1 de marque, quoi. En fait, il y a une grosse différence dans le vin, entre le vin et n'importe quel autre produit qui pourrait se retrouver sur le marché aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, une marque a pour vocation de garantir l'origine économique d'un produit. Apple, il faut que ça vienne de chez Apple.
peu importe que ce soit fabriqué en Chine, à Taïwan ou aux États-Unis, mais si c'est marqué Apple dessus, c'est que ça a été fabriqué par une des filiales, ou en tout cas par le groupe Apple. Avec le vin, c'est différent. Une marque vitivinicole a pour objectif de garantir l'origine géographique du produit et non pas l'origine économique. C'est pour ça que même quand on a parfois des marques de négoce qui sont très puissantes comme Chapoutier, Guigal, Gérard Bertrand, par exemple, même s'ils signent tous leurs vins, c'est marqué Chapoutier, Guigal, Gérard Bertrand, on a systématiquement l'appellation en fait, qui est marquée sur la bouteille. Parce qu'on doit pouvoir identifier clairement l'origine géographique du produit. D'accord. Et aujourd'hui, lorsqu'on est dans le monde du vin, à quel point on arrive à trouver des nouveaux marchés, des nouveaux clientèles grâce à Internet ? C'est quoi l'impact d'Internet sur le monde du vin ? Il y a une croissance assez folle de la vente de vin sur des systèmes de e-commerce. Il y a eu un gros boom pendant le Covid. Ça a un peu ralenti. Enfin, disons que la croissance a ralenti, mais on est toujours quand même en croissance. En fait, je pense que ça peut représenter aujourd'hui jusqu'à 30% du chiffre d'affaires de certains producteurs. C'est encore difficile de faire plus, je parle pour les producteurs, parce qu'il y a d'autres modèles économiques qui ne font que du e-commerce, où là c'est un peu différent, parce qu'en fait ils ne vendent pas qu'une seule référence, ils vendent comme un supermarché, et ils vendent beaucoup d'autres références. C'est des commerçants, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui ça peut représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires en fait, pour un vigneron. La difficulté c'est justement de réussir à créer cette confiance autour de la marque. Tu donnais l'exemple tout à l'heure du vin de Constance. Mais en fait, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que si les gens ont confiance, ça ne les dérangera pas d'acheter sur Internet, même s'ils n'ont jamais goûté le vin. Alors que si c'est un vin qu'ils n'ont jamais goûté, qui n'a pas forcément un storytelling, une histoire ou une marque forte qu'ils reconnaissent et à laquelle ils ont envie d'adhérer, c'est plus délicat. C'est plus délicat et à ce moment-là, ils seront plus enclins à acheter sur Internet sous coup de promotion ou des choses comme ça, qui sont beaucoup plus fréquentes sur les plateformes de e-commerce que ne peuvent le faire les vignerons eux-mêmes en fait. Bien sûr. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le vin si là je voulais acheter des vignes ? Le conseil que je donnerais, c'est déjà de définir clairement à quoi est-ce que ton vin, tu veux qu'il ressemble. D'accord. Quel genre de vin tu veux produire. Okay. Et puis demande-toi pourquoi. Et puis ensuite, fais-le à fond. Franchement, moi je pense qu'il faut faire aucun compromis parce que les consommateurs, eux, n'en font pas. Ok, très bon point ça. Les consommateurs font pas de compromis dans leur manière de consommer. Et tout à l'heure, on en parlait en off-caméra des vins nature. Il y a des gens qui refusent de consommer autre chose que des vins nature, par conviction, parce que voilà, ça fait partie de leurs valeurs, etc. Donc je pense que ce que tu fais, il faut toujours le faire sans concession et surtout pas hésiter à le communiquer largement. D'accord. Et après, c'est beaucoup de boulot, donc faut être prêt à se relever les manches. Parce que quand on n'est pas dans la vigne le matin, il faut s'occuper de la compta et du commerce le soir, quoi. Et il y a des success stories dans le vin récemment vraiment surprenantes en France ? Alors il y a des success stories, mais qu'on voit sur des marques qui sont devenues des marques. Gérard Bertrand dont je parlais tout à l'heure, qui est cet ancien rugbyman qui s'est lancé dans le monde du vin. Lui, pour le coup, a été élu meilleur vigneron du monde. C'est une vraie success story. Meilleur vigneron du monde. Meilleur vigneron du monde, ouais, tout à fait. Et il était rugbyman. Oui, il était rugbyman, ouais. C'est sympa. On va picoler son vin. Je pense que... Comment il s'appelle à nouveau, excuse-moi ? Gérard Bertrand. Gérard Bertrand. Et il fait du vin d'où ? Alors, dans plusieurs régions. Historiquement, il est dans le Languedoc, mais aujourd'hui, il fait aussi du rosé, du vin orange, du Côte-du-Rhône. Sans doute pas une liste exhaustive, mais voilà. Okay. Après, il y a des success stories ailleurs qu'en France, et dont je pense qu'on doit apprendre à s'inspirer en France. Tu as des exemples ? J'en ai un. Ça s'appelle Yellowtail. C'est un vin australien qui, en fait, c'est une étiquette jaune et dessus, il y a un kangourou. Et donc, l'étiquette est extrêmement reconnaissable. Historiquement, en fait, c'est un immigré italien qui arrive en Australie et si tu veux, il décide de s'exporter aux États-Unis. Et il fait d'abord une étude, il dit, OK, aux États-Unis, les codes de consommation du vin aujourd'hui, c'est faut que ce soit appellation, on n'utilise que du vocabulaire très compliqué, l'élevage, en fût de chêne, vieilli X temps, telle appellation avec des arômes de café, machin de truc. Très caricaturaux, effectivement. Bon. Et il s'est dit, OK, les jeunes, ils en achètent pas, parce que a priori, c'est intimidant, ils savent pas comment choisir.
Donc il s'est dit, ok, pourquoi est-ce que... moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vin facile à choisir. Un blanc, un rouge, pas 15 000 mélanges, 2 couleurs, un seul cépage, une étiquette jaune. Et puis, il a envoyé ça sur le marché des États-Unis et il a en fait habillé des vendeurs. Donc, il y a eu un peu de marketing de fait, mais vraiment, par rapport à la success story qu'il a eu, c'était très peu de dépenses. Il a simplement fourni en fait des tenues de bushmen australiens, une espèce de tenue de sarouel jaune. Et donc, ils étaient chargés de tenir les stands dans les supermarchés. Et ça a fait un carton absolu. Et il avait pour projet de faire 150 000 caisses de vin vendues aux États-Unis la première année. Il en a vendu 3 millions, je crois. Et aujourd'hui, c'est probablement la plus grande réussite de toute l'histoire du vin au monde. En termes d'export, de chiffre d'affaires, voilà. Et en fait, moi, je me sers de cet exemple-là tout simplement pour expliquer qu'aujourd'hui, on parle toujours de la déconsommation de vin en France comme d'une fatalité. Mais je pense que la réalité, c'est qu'il faut juste réapprendre à écouter son marché, en fait. Parce que les gens ils consomment pas tant que ça... ils consomment moins d'alcool ou des produits un peu moins alcoolisés, mais quand on voit l'évolution des spiritueux aujourd'hui, je suis convaincue qu'il y a encore des possibilités d'évolution, y compris sur le marché du vin. Simplement, je pense qu'il faut être capable de s'adapter, en fait. Ok, très beau message. Bon, écoute, je te dirai si je me lance dans le vin. Si tu as besoin d'un conseil, je suis là.